Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce rendez-vous copro sur le diagnostic technique global. Donc, nous allons commencer ce rendez-vous par une petite présentation de l'agence. Donc, les premiers éléments, je vais vous prendre le PowerPoint. Il n'a pas envie de se partager, excusez-moi. Voilà. Donc, nous allons commencer par une introduction de l'Agence parisienne du climat, puis par une présentation de nos intervenants. Voilà. Donc, je vous rappelle les éléments d'organisation. Donc, le public ne peut pas activer ni la caméra ni le micro. Donc, pour poser vos questions, je vous invite à les poser dans la partie Q&R que vous avez en bas de votre écran quand vous faites passer la souris. Donc, on prendra les questions à la fin des interventions. Il y a au moins une demi-heure de questions qui sont réservées. Donc, merci d'écrire vos questions dans cet onglet pour qu'on puisse les gérer par la suite. Donc, le programme pour cet après-midi, donc je vous présente l'Agence parisienne du climat. Je vous présente également la nouvelle aide qui a été votée par la ville de Paris donc, pour subventionner le diagnostic technique global. Nous aurons ensuite l'intervention de M. Vernat, architecte, et de M. Prodhomme d'Adiaterme, donc pour un retour d'expérience de professionnels sur le sujet, et de M. Catoire, donc, qui a été notre référent énergie dans le cadre d'un audit pour une copropriété du 17e arrondissement. Et ensuite, donc, nous finirons par cette étape de questions-réponses. L'Agence parisienne du climat, donc c'est une association créée en 2011 par la ville de Paris, donc qui a pour but de mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris, donc sur de nombreuses thématiques comme le bâtiment, la consommation, la végétalisation. Donc on a différents publics, notamment les particuliers, mais aussi les acteurs économiques et les professionnels. Donc c'est dans ce cadre que nous faisons ce rendez-vous. Donc pour la partie qui vous concerne directement, donc on a une partie sur la rénovation énergétique directement. Donc vous avez tout ce qui est conseil et grand public et l'accompagnement personnalisé dont je vais vous détailler les possibilités. Vous avez un certain nombre d'actualités par le biais de notre newsletter. Et vous avez également donc, des ateliers plus pratiques ou des événements très grand public comme le Café Climat, le défi des clics et des ateliers éco-gestes tous les mois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à ces événements. Donc, l'outil personnalisé pour les copropriétés, donc ça passe par la plateforme Coach CoPro. Donc, c'est une plateforme qui vous permet d'être mis en lien avec le ou la référente de votre arrondissement, qui va vous permettre derrière d'être accompagné du début de votre projet, donc de l'évaluation de vos besoins, jusqu'à la fin des travaux, même jusqu'à l'analyse des consommations après travaux. Et donc, nous faisons le lien entre vous, en tant que copropriétaire, et tous les professionnels qui peuvent intervenir dans le cadre de ces projets. En plus de cette plateforme, vous pouvez avoir accès à un annuaire des professionnels. Donc, tous les professionnels de cet annuaire ont une expérience en copropriété et en rénovation énergétique. Donc, ce sont des professionnels avec lesquels on travaille régulièrement. Et donc, ce sont ces professionnels-là que nous faisons intervenir dans le cadre des rendez-vous copro. Et dernier outil très intéressant pour lancer une démarche de rénovation énergétique, c'est la carte des copropriétés rénovées.
Donc, c'est une carte que nous mettons à jour régulièrement avec des projets, soit qui ont été votés, dont les travaux vont commencer, ou des travaux terminés. Ces projets, vous pouvez ensuite trier les listes des projets en fonction des caractéristiques de votre copropriété et également de ce que vous envisagez de faire. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer dessus, sachant que vous avez sur ces fiches le contexte du projet, le coût des travaux, le type de travaux détaillés, les entreprises qui sont intervenues et les aides financières éventuelles. Donc voilà pour une présentation globale de notre service à l'Agence parisienne du climat. Donc si vous souhaitez vous faire accompagner, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro. Dans tous les cas, vous allez recevoir les PowerPoint présentés. Je vais vous mettre dans le chat un lien vers un questionnaire qui vous permettra ensuite de récupérer ces PowerPoint et d'avoir tous les liens qui ont été présentés. Pour vous expliquer pourquoi on fait ce rendez-vous copro sur le diagnostic technique global aujourd'hui, c'est parce que il y a un chèque audit, donc une subvention de la ville de Paris qui a été actualisée récemment. Et en plus, nous avons retravaillé en fin 2020 avec un certain nombre de professionnels un nouveau référentiel sur ce diagnostic technique global pour ensuite à la fois avoir une prestation plus uniforme, plus pédagogique et pour qu'elle soit validée par la ville de Paris sans problème. Donc, c'est l'occasion de vous redonner des informations sur ce diagnostic qui est une étape très importante en rénovation énergétique. Et donc, je vais rapidement vous balayer les conditions pour obtenir ce chèque audit, sachant que vous allez voir là une présentation d'un projet qui correspond à ce qui est attendu dans le cadre de ce chèque. Donc, la subvention de la ville de Paris, c'est une aide de 5 000 €. Donc, pour une copropriété qui est accompagnée par la plateforme Coach CoPro, dans le cadre donc du référentiel que les professionnels connaissent. Donc, les 3 critères, c'est que la copropriété soit inscrite sur la plateforme Coach CoPro, que les devis soient demandés à un professionnel de notre annuaire et qu'ils soient validés par la personne qui gère votre arrondissement à l'Agence parisienne du climat. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire sur la plateforme. Vous serez rappelé par la personne référente et derrière, on vous donnera tous les documents qui vous permettent d'avancer sur cette demande de devis. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants, donc Monsieur Vernat et Monsieur Prudhomme, pour vous présenter les éléments un peu plus concrets, sachant que sur le reste du PowerPoint, je vous ai mis tous les liens possibles pour prendre en contact avec nous. Alors, je vous laisse partager votre écran et je vous laisse également commencer votre présentation. Votre micro est coupé, Monsieur Vernat. C'est moi qui partage l'écran, c'est moi qui ouvre le document ou c'est vous? Comme vous préférez. Si vous préférez le gérer, allez-y. Ok. Attendez. Non, passez-le, sortez-le, je vais avoir du mal de le gérer. Faites-le. Bien, je vais commencer par tout d'abord remercier l'APC d'organiser ce rendez-vous DTG CoPro. Je dirais qu'on n'a jamais assez de pouvoir se rendre compte comment ce type de document est nécessaire. Je me présente, donc je suis architecte d'une agence de 4 personnes. Cela fait maintenant environ une dizaine d'années que nous faisons des diagnostics. Alors, les diagnostics ont démarré avec la compagnie des architectes de CoPro et l'ARC, qui très rapidement, effectivement,
évaluer la nécessité de faire des diagnostics des copropriétés et de savoir dans quel état elles étaient. Les choses se sont améliorées peu à peu. Il y a quelques années, les audits énergétiques sont venus avec l'amélioration énergétique du bâti, donc notamment avec la politique du Grenelle de l'environnement. Et très rapidement, il est arrivé qu'il est devenu nécessaire d'obtenir un document global qui comprenne l'approche énergétique et l'approche technique et architecturale. Voilà. Ainsi est né le DTG. Pour la petite histoire, le DTG a été formulé aussi pour épauler le fonds travaux, parce qu'on comprend bien effectivement que mettre de l'argent de côté sans trop savoir pourquoi il est destiné, on manque d'éléments. Effectivement, au départ, il était prévu d'épauler le fonds travaux par ce DTG. Il était même prévu, il y a 2 ans, que ce fonds travaux soit calculé en fonction du plan pluriannuel de travaux élaboré par le DTG. Pour l'instant, c'est remis, mais je pense que c'est effectivement fondamental parce qu'un DTG, c'est vraiment un état des lieux très concret d'une copropriété. C'est un état des lieux énergétique, technique, architectural, urbanistique, mais également fonctionnel. On a pu voir dans l'actualité récente que la connaissance d'un bien, la conscience d'un bien, elle n'est pas toujours évidente en copropriété, que ce soit à Marseille, que ce soit plus récemment lorsqu'il y a eu des pluies torrentielles à Bordeaux, il y a eu donc effectivement des effondrements partiels de copropriété, et puis plus près de nous, malheureusement, la Floride. Donc on s'aperçoit qu'un bien, il n'est pas éternel, qu'il vit, qu'il peut prendre des pathologies, et qu'on ne peut pas se défaire de toute vision d'entretien ou d'amélioration. Voilà pourquoi un DTG, dont le coût quand même est remarquablement faible par rapport à la valeur du bâtiment. Je ferai un parallèle avec ceux qui placent de l'argent en bourse et qui, en fin d'année, ont toujours un état de leurs finances avec des projections. Et je pense que tous les bâtiments devraient avoir un état un petit peu de leur bâti avec des projections. Je crois que c'est la moindre des choses. D'autant plus sur Paris, je dirais, où on a un bâti qui est particulièrement agréable, qui est intéressant, qui est un bâti traditionnel, classique. Et on est toujours désolé de voir des immeubles qui ne sont pas entretenus. Un DTG, donc, c'est un état des lieux urbanistique, technique, architectural, c'est un état des lieux énergétique, c'est un état des lieux également fonctionnel. Alors, j'insiste sur le mot fonctionnel parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir le bâti plus sous l'aspect technique énergétique, plus sur l'aspect des dépenses, je dirais, mais un bâti, c'est un bâtiment, un immeuble, c'est aussi quelque chose qui va répondre à vos besoins. Et on s'aperçoit dans tous les DTG, les derniers DTG que nous avons pu faire avec les sondages, on a élargi la notion de sondage, on s'aperçoit qu'il y a des demandes qui n'existaient pas il y a quelques années, comme par exemple les abris vélos, comme par exemple les prises électriques pour les vélos. On a une copropriété qui nous demande de vérifier la possibilité d'aménager la toiture terrasse pour les enfants des familles parce qu'ils n'ont pas d'espace extérieur. Donc, on a cette notion aussi de se dire qu'un DTG, c'est l'entretenir, le maintenir, mais c'est aussi le valoriser, c'est le mettre à niveau et c'est l'améliorer par rapport finalement à l'appréhension qu'en ont ses utilisateurs. Et cette notion, pour moi, pour nous en tout cas à l'agence, elle est fondamentale. Pour répondre à cette demande du DTG, donc l'agence s'est associée avec un thermicien et un financier pour pouvoir offrir effectivement une réponse globale aux demandes de devis dont a parlé Madame Poussol tout à l'heure. Voilà. Alors, le DTG qui réunit donc ces 3 professionnels, comment va-t-il se dérouler? Alors, on a pris cet exemple qui est très intéressant du 155 rue de Courcelles parce que je dirais que ça n'est pas un bâti des années 70, ça n'est pas un bâti en béton armé relativement simple à appréhender, c'est un bâti d'une grande qualité, c'est un haussmannien tardif, c'est-à-dire qu'il a un étage de plus que les haussmanniens du 19e, et il est relativement travaillé, on voit déjà l'influence de l'Art Nouveau dans les courbes, donc il est du début 20e, si je me souviens bien, 1910 ou 12, je ne me souviens plus très bien. Voilà, donc c'est un immeuble de grande qualité qui a une particularité, l'état chauffage collectif. L'état chauffage collectif sur 24 logements, 24 grands logements. Et c'est finalement un petit peu un challenge de savoir comment on peut améliorer ce bien face au remplacement de la chaudière, puisque effectivement, il y a
une des contraintes de ce DTG, c'était de voir comment remplacer la chaudière et finalement, sur quelles dépenses on devra faire face en matière de calories et de chauffage. Voilà. Alors, ce sont des grands appartements avec des grandes fenêtres. Célian Prodhomme abordera tout à l'heure effectivement le résultat thermique de cet immeuble et finalement quels sont les enjeux sur ce type d'immeuble sur lesquels on ne peut pas vraiment intervenir sur les façades parce qu'elles sont de grande qualité. On peut finalement intervenir sur la toiture, sur les grands pignons aveugles qui devaient logiquement être construits et qui ne le sont pas, et on peut intervenir sur les fenêtres principalement. Voilà. Je vais demander qu'on passe à la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que peuvent représenter les états d'un DTG? On en a parlé tout à l'heure, de demande de devis. Bon, le DTG est voté en AG, alors soit un DTG thermicien architecte, soit effectivement avec l'assistance financière qui est demandée, notamment sur Paris. On y reviendra tout à l'heure. Dans un premier temps, on va donc acter de ce vote et on va faire une demande de documents auprès du syndic et du conseil syndical. Alors, il y a pas mal de documents sur un bâtiment, sur un immeuble. Ce n'est pas toujours simple de les obtenir et c'est un travail pour le syndic qui n'est pas forcément simple de recueillir les plans qu'il puisse y avoir. Alors, il faut insister sur les plans. On s'aperçoit qu'en cherchant bien, il y a des plans. Il faut également retrouver l'historique des travaux, il faut retrouver évidemment le règlement de copropriété, il faut retrouver alors toutes les dépenses énergétiques. Il faut aussi un financier, il faut retrouver le plan comptable des 3 dernières années. Voilà. Alors ça représente un travail qui n'est pas neutre, mais qui nous permet à nous de voir un petit peu comment fonctionne cette copropriété et de quoi elle est équipée et de nous faire gagner du temps. Alors c'est quelque chose qui peut prendre 15 jours à 3 semaines. Voilà. À partir de là, effectivement, on planifie une visite sur place avec le conseil syndical. En général, c'est assez tôt le matin parce que ça permet de libérer le conseil syndical de cette visite. Et cette visite a été préparée à l'avance puisqu'on va visiter donc, effectivement toutes les parties communes, alors qu'elles soient intérieures, extérieures. On va monter sur les terrasses, s'il y en a. On va monter sur la couverture. Ça, ce n'est pas non plus neutre. Il faut que ce soit préparé à l'avance parce qu'il n'y a pas toujours les bonnes échelles pour y accéder. Et on va visiter un certain nombre d'appartements. En général, on visite 10% des appartements. Alors, ce sont des appartements qui sont retenus soit par leur orientation, par exemple côté nord ou dernier niveau, ou soit parce qu'il y a tout simplement des problèmes ou des pathologies qui sont signalées par les copropriétaires. Voilà. Cette visite des lieux, bien évidemment, elle est préférable à 100% en période de chauffe, puisque ça permet aux thermiciens de faire un certain nombre de tests, un décès s'il y a une chaufferie collective, de passer la caméra thermique, enfin de voir un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout détectables en été hors période de chauffe. Cette visite prend en général une matinée. Voilà, tout simplement. Alors, au départ de cette visite, on fait effectivement la connaissance du conseil syndical et on lui demande un petit peu quels sont ses souhaits, quelles sont ses attentes. Et puis, il est tout à fait utile qu'il nous fasse un résumé un petit peu de ce qui va ou de ce qui ne va pas dans sa copropriété, puisque effectivement, si un DTG a été demandé, c'est qu'effectivement, il y a lieu de penser que quelques problèmes sont à résoudre. Après cette visite, on va diffuser un questionnaire aux occupants. En général, maintenant, on le fait par Internet. C'est très, très simple. C'est un questionnaire qui balise un certain nombre de questions, alors qui sont à la fois thermiques, constructives. Donc, on demande en matière thermique, par exemple, s'il y a des problèmes de condensation, des problèmes de chaleur ou des problèmes de surchauffe, etc. Mais je vais laisser Célian tout à l'heure revenir plus là-dessus. Et puis, nous, on pose la question un petit peu sur justement le ressenti de la copropriété pour les copropriétaires. Alors, en matière, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, d'espace commun, en matière de bruit, en matière de possibilités pourquoi pas, de faire jouer les enfants, etc. Voilà. Donc, on a un certain nombre de demandes qui sont faites. Quand il y a des espaces extérieurs, les demandes sont encore plus complètes, puisque les espaces extérieurs sont souvent effectivement peu utilisés par les copropriétés, notamment les cours intérieurs, donc qui sont en évolution actuellement, puisque la ville de Paris est en train de végétaliser tout Paris, et effectivement les cours intérieurs peuvent être amenés à être végétalisés dans le cadre d'une copropriété. Le questionnaire ayant été diffusé, on a le retour des données. Elles sont analysées.
On analyse toutes les données qu'on a pu avoir du syndic et on analyse toutes les données qu'on a pu prendre donc sous forme de photos, sous forme de relevés lors de notre visite. À partir de là, on élabore notre premier document, notre premier DTG finalement, un petit peu le débriefing de tout ce qu'on a vu, et on va le présenter au conseil syndical. Il faut, je dirais, environ 3 mois à peu près, je dirais 3 mois pour présenter les conclusions, enfin le débriefing du DTG, puisqu'on doit aussi présenter les résultats thermiques, l'analyse thermique du bâtiment. Et pour le thermicien, c'est quand même une analyse qui est assez compliquée, surtout si on a manqué de plan, et il vous expliquera pourquoi effectivement le manque de plan est un souci à ce niveau-là. Cette réunion intermédiaire avec le conseil syndical, elle va surtout permettre d'arrêter une stratégie, puisque le DTG donc, doit déboucher sur un certain nombre de préconisations, et ces préconisations, bien évidemment, elles vont déboucher sur des scénarios de travaux, alors qui vont du scénario 0, je dirais, le plus simple, hein, qui essaie de remédier à ce qui ne va pas, qui est de mettre à niveau, peut-être au niveau sécurité incendie, etc. C'est-à-dire maintenir le bâtiment dans sa valeur actuelle. Un scénario, on va dire, intermédiaire qui permet de faire évoluer le bâtiment thermiquement, énergétiquement, de l'améliorer, pourquoi pas de refaire des parties communes, etc. Et puis un scénario un peu plus extrême qui est réellement d'améliorer thermiquement le bâtiment en matière de bâtiment basse consommation, donc c'est-à-dire un petit peu un scénario extrême où on va, alors là, ça peut aller jusqu'à mettre des capteurs solaires ou récupérer des calories sur les eaux grises. Voilà. Ces différentes propositions, elles sont chiffrées. Donc, on a montré effectivement combien tout ça pouvait coûter aux copropriétaires. On a déjà fait une sorte de répartition par copropriétaire hein, pour se rendre compte de ce que ça représente en valeur par propriétaire. Hein. Est-ce que c'est 5 000 € par copropriétaire en moyenne? Est-ce que c'est 30 000? Ça aussi, c'est pas neutre. On a commencé à amorcer les financements possibles hein, par rapport à ces différents scénarios. Bon, sur le scénario basique, je dirais, de remise en état, il n'y a pas de financement. Et puis, on va voir que sur un scénario intermédiaire, il y aura déjà quelques financements. Si on remplace la chaudière, par exemple, ce qui est le cas, on aura des certificats d'économie d'énergie. Et puis, si on va beaucoup plus loin et qu'on isole tout le bâtiment, eh bien, on aura les financements de MaPrimeRénov'. Là-dessus, le conseil syndical va réfléchir finalement à la forme de son document définitif. Qu'est-ce qu'il envisage finalement de présenter au syndicat? Qu'est-ce qu'il ressent aussi, et je crois que M. Catoir nous le dira tout à l'heure, finalement, le but, ce n'est pas d'aller au clash, hein, ce n'est pas de présenter quelque chose qui est irréaliste. Hein. Le but, c'est que ce plan de travaux soit accepté en AG. Donc, il faut présenter quelque chose qui tienne la route, hein, et pourquoi pas avec des ouvertures sur le fonctionnement du bâtiment, sur l'aspect fonctionnel, mais il faut que ce DTG tienne la route. Alors, en général, effectivement, on va présenter un scénario 0 basique qui attire l'attention des copropriétaires sur ce qui doit être mis à niveau, et puis un scénario souvent médium, qui, je dirais, ne va pas à l'extrême, mais fait avancer la copropriété dans son état. Voilà. Ces conclusions sont indiquées dans notre rapport, hein, c'est-à-dire on va finaliser notre rapport de façon définitive et on va là encore de nouveau l'envoyer au conseil syndical qui va décider de la forme finale de présentation. Il y en a pas mal, hein, des présentations de rapports. Voilà, il y a des conseils syndicaux qui préfèrent qu'on présente de A à Z le DTG. Il y en a d'autres qui préfèrent qu'on l'envoie avant et qu'on fasse une présentation un peu réduite en répondant beaucoup aux questions. Il y en a qui nous demandent une réunion informelle pour mobiliser les copropriétaires et puis d'autres qui préfèrent qu'on le présente en AG. L'intérêt de présenter en AG, très clairement, c'est que les gens sont là. Quand on a fait pas mal d'expériences de présentation en réunion informelle, on n'a jamais tout le monde et finalement, ça n'est pas satisfaisant. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de le présenter en AG pour en faire prendre connaissance aux copropriétaires de l'état de leur bien. Ils l'ont lu avant, la plupart du temps, ils l'ont lu avant, répondre à leurs questions et envisager, comme je l'ai dit après, un plan de travaux ou en tout cas des travaux minimums par rapport effectivement à ce
au plan de travaux. Dans le cas qui nous intéresse, hein, la rue de Courcelles, c'est la chaudière qui a été remplacée. C'est la chaudière qui a été remplacée, donc effectivement, ils ont acté du remplacement de la chaudière, mais ils n'ont pas forcément acté de l'amélioration énergétique du bien. Donc la chaudière sera remplacée sur la base de l'état énergétique du bien actuel. Voilà un petit peu comment se déroule un DTG. Ça prend en temporalité 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça prend entre 5 et 6 mois globalement. Ça prend entre 5 et 6 mois. Je demande toujours, parce qu'on a fait pas mal de DTG, on en a fait une 60aine, qu'il y ait réellement une prise de décision à l'AG. J'ai vu beaucoup de DTG qui ont été présentés en AG et qui sont partis aux oubliettes. Il est important que la copropriété prenne une décision, ou en tout cas prenne acte du DTG, pour pas que ça reste lettre morte, et que ce travail qui a été fait, qui était quand même un travail important, qui est un travail de réunion du conseil syndical, de sensibilisation des copropriétaires, ne demeure pas lettre morte, comme c'est malheureusement quelquefois le cas, parce que c'est un outil qui est complètement indispensable, je pense, à la gestion des biens, et notamment à Paris, et que je ne vois pas comment voter des travaux sans avoir un petit peu le recul sur l'état de son bien, hein, sans savoir un petit peu où on va. Pour notre part, on a vu beaucoup de cas où on faisait des travaux pas du tout dans le bon sens, et au final, en pensant faire des économies, les copropriétés, finalement, ont dépensé plus d'argent que ce qu'elles auraient dû dépenser si elles avaient mis les choses bout à bout dans le bon ordre. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire pour le DTG et ma partie. Alors, on peut peut-être, on va faire deux, trois extraits du DTG. Un DTG, donc, c'est effectivement une analyse urbanistique. Donc, on regarde un petit peu quelles sont les possibilités de surélévation, par exemple, ou de densification. On va regarder aussi les cartes du bruit. Vous savez que les parcelles, maintenant, sont affectées de nombreuses expertises diverses et variées. Il faut savoir qu'il y a aussi des cartes à Paris de la crue centenaire, hein. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Et tout ça, c'est indiqué dans le DTG. Le DTG, c'est à destination un peu des syndics, hein. C'est un petit peu la Bible du bâtiment, hein. S'il est bien fait, logiquement, on trouve tout dedans. Voilà. C'est quelque chose que finalement, tous les copropriétaires devraient avoir sous le coude pour un petit peu se remémorer ce qui a été vu, comment est leur bâtiment, comment il se situe dans le contexte de la ville. On va passer à la page suivante. Merci. Voilà un exemple d'une analyse, d'une fiche analytique toiture. Donc, c'est une fiche qui a été mise au point dans le nouveau référentiel du DTG, donc de l'ARC et de l'APC. Voilà, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point. Donc, c'est très récent, hein, c'est un DTG qui a été un des premiers qui a été réalisé après le nouveau référentiel. Voilà, donc, voilà, on a une description, voilà, on travaille par groupe, hein, enveloppe, structure, partie commune, etc. Des choses qui sont bien repérables. Donc, on indique les matériaux. Voilà, là, on avait à la fois de l'ardoise, du zinc et du cuivre. Voilà, on parle des boiseries, on passe un petit peu tout en revue, on met des étoiles, hein, pour montrer dans quel état c'est. On peut mettre des étoiles ou des chiffres, ça n'a pas d'importance. Et le thermicien, lui, va effectivement rajouter les caractéristiques qu'il a pu trouver. Voilà, énergie thermique faible, résistance thermique faible, non isolée, isolable par l'extérieur. Voilà. Et puis, on fait une préconisation de travaux, hein, et on met une priorité des travaux. Et puis, on donne des contraintes si on a. Alors là, ici, effectivement, il y en a, hein. À Paris, on les connaît, c'est les Bâtiments de France, hein, les ADF, hein, qui, effectivement, ont leur mot à dire, hein, sur tout ce qui est façade et couverture. Et puis, on a un accès difficile des cours, très difficile même, qui fait que si on veut toucher aux couvertures, on est obligé de passer par la rue et de monter un échafaudage qui va nous faire passer d'une toiture à l'autre. Donc, c'est assez lourd. On va passer à la fiche suivante. Merci. Alors là, je vais céder la parole au thermicien, donc à Célian, hein, qui a pris en charge toute la partie thermique de ce dossier. Bonjour à tous. Je suis Célian Prodhomme, je suis le cofondateur du bureau d'études Adiatherm. On est un bureau d'études thermiques spécialisé sur toutes les problématiques énergétiques, rénovation énergétique, chauffage collectif, et spécialement en copropriété, puisqu'on intervient en quasi-totalité pour des syndicats de copropriétaires sur ces sujets-là. Et le DTG, comme l'a présenté Eric, est effectivement un outil
préalable à finalement des travaux d'amélioration, de rénovation énergétique indispensables pour permettre aux copropriétaires de savoir en fait quel plan de rénovation ils doivent mettre en œuvre, quelles sont les priorités avec les contraintes techniques et financières. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais c'est vraiment effectivement un outil très important qui doit être à l'origine de tout plan de travaux pour permettre de les réaliser dans le bon ordre en prenant en compte les contraintes spécifiques du bâtiment et les contraintes de la copropriété, puisque même s'il y a un ordre logique de réalisation de travaux sur le plan technique, on doit aussi faire face quand même aux contraintes financières des copropriétaires, aux contraintes d'urgence, de renouvellement parfois de certains équipements, pour continuer à assurer le service, et notamment le cas d'une chaufferie collective. On doit continuer à fournir le chauffage et l'eau chaude sanitaire, malgré le fait qu'on dit souvent, et c'est vrai, il faut d'abord isoler au maximum et ensuite redimensionner l'outil de production. Parfois, on est un petit peu obligé de faire différemment. C'est notamment le cas de l'immeuble référence là, de ce DTG, où il y avait une problématique sur la chaufferie collective. L'objet du DTG, quand nous, on intervient sur site avec l'architecte, l'avantage d'avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est qu'on est aidé pour toute la partie, justement, identification des matériaux sur le bâti, puisque nous sommes chargés derrière de refaire la modélisation thermique du bâtiment par ordinateur. Eric vous disait tout à l'heure qu'on a une collecte de documents importante à faire en début de mission et souligner l'importance des plans. C'est vrai que c'est primordial pour avoir une étude de qualité, pour pouvoir modéliser correctement par ordinateur le bâtiment. Quand je dis modéliser par ordinateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va re-rentrer en fait dans un logiciel thermique toutes les caractéristiques des parois, des fenêtres, des toitures, les équipements qui composent tout le bâtiment et les systèmes ensuite. Donc, il y a tout un relevé important qui se fait à partir des plans et puis qui est complété par la visite technique sur site où on peut remesurer des fenêtres, relever des typologies, du simple vitrage, du double vitrage. Donc, c'est vraiment important d'avoir des plans pour faciliter quand même une grosse partie du travail de remodélisation du bâtiment. Plus on a des plans précis, mieux c'est, bien entendu, pour la réalisation de cet audit. Une fois qu'on a modélisé le bâtiment et qu'on a identifié faire l'état initial en fait, du bâtiment, de sa situation énergétique, analyser les consommations et déduit la photographie de la situation actuelle, on va pouvoir ensuite modéliser des actions de travaux. Ça va être de l'isolation de toiture, des remplacements de chaufferie, du remplacement de fenêtres, comme l'insistait effectivement Eric, sur le cas particulier de cet immeuble et sur le cas de beaucoup d'immeubles parisiens de type haussmannien, où finalement on se retrouve assez limité en termes d'action d'amélioration énergétique et on va voir une problématique qu'on retrouve systématiquement en copropriété, qui est la problématique des fenêtres. Eric vous en parlait en préambule, c'est un vrai sujet puisqu'on se confronte à des problématiques techniques, mais aussi du coup juridiques par le règlement de copropriété et des modalités de vote de ces travaux-là et de réalisation de ces travaux-là. Pour du remplacement de fenêtres, par exemple, ce sont généralement des décisions privatives, alors qu'il faudrait pouvoir massifier ces travaux-là pour que ça apporte un maximum d'amélioration au niveau du bâtiment. Et c'est d'autant plus important quand on a du chauffage collectif, parce que la régulation de température finalement dans les logements est pilotée de manière collective. Donc, si on a des disparités de qualité de fenêtre, simple vitrage, double vitrage, on va accentuer les problématiques de disparité de température entre les différents logements et les difficultés à apporter du confort, ou en tout cas un confort homogène à l'ensemble des résidents. Donc, le travail sur les fenêtres est vraiment un travail important. On a vu préalablement que sur cette typologie de bâtiment, on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur. Donc, c'est le dernier, finalement, levier d'isolation et d'amélioration du confort. Je dirais même que c'est le premier levier d'amélioration du confort, puisqu'entre un logement qui est en simple vitrage ou un logement qui est en double vitrage, on va rapidement avoir plusieurs degrés d'écart pour un même niveau de chauffage dans ces logements-là. Pourquoi c'est important? Puisque une fois que tout le monde a été équipé de double vitrage, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra agir ensuite sur la courbe de régulation de chauffage de l'immeuble et réaliser ensuite les économies. C'est un double problème puisque dans les logiciels traditionnels thermiques, on a du mal à modéliser ces gains intrinsèquement par la seule action de remplacement des menuiseries.
C'est-à-dire qu'il faut aller définir au logiciel thermique qu'on peut en plus, une fois qu'on a isolé le bâtiment, réduire le niveau de température, mais par une homogénéisation des températures et non pas une réduction pure et dure simple de la courbe de chauffe. Hein. On a parfois des disparités de température, et ça, l'enquête le révèle très bien au niveau du DTG, qui peuvent aller de 3, 4, voire plus parfois, degrés entre un logement qui est normalement chauffé et un logement qui est sous ou surchauffé. Donc, on insiste véritablement, c'est un point majeur dans le DTG, et d'autant plus délicat que généralement, ces travaux-là présentent des investissements qui sont très importants au regard du temps de retour, si on peut l'appeler ainsi, des travaux intrinsèques qui sont donnés par les logiciels thermiques, alors que ce sont vraiment les premières actions pour améliorer le confort. C'est le cas de beaucoup de bâtiments parisiens, puisque dès qu'on a un peu des architectures particulières, on ne peut pas procéder à des isolations de façade par l'extérieur. Eric vous l'a dit en préambule. C'était le cas notamment pour cet immeuble qui avait en plus une problématique de chaufferie, je vous l'ai dit. Donc, on s'est adapté lors de l'audit pour pouvoir apporter une réponse un peu plus précise en plus sur ce point, sur la chaufferie, proposer des solutions et estimer le montant des travaux. Je terminerai par ça sur l'estimation du montant des travaux. Eric en a parlé tout à l'heure. Là encore, dans le DTG, c'est bien d'avoir une équipe pluridisciplinaire et pas seulement en fait, une partie thermique faite par un thermicien, puisqu'un architecte aura toujours une meilleure vue du montant des travaux, en tout cas une estimation du montant des travaux qu'il pourrait y avoir sur le bâti, qu'un simple thermicien, entre guillemets, si je peux le dire, mais on a des ratios qui sont donnés par les guides des diagnostiqueurs, dont l'ADEME a participé, mais qui sont malheureusement parfois pas adaptés pour des typologies d'immeubles particulières où vous avez des ratios qui peuvent être doublés, voire triplés sur certaines complexités de mise en œuvre. Donc, pour fiabiliser les estimations d'investissement, c'est absolument fondamental d'avoir une équipe pluridisciplinaire, architecte, thermicien. Le thermicien apporte sa plus-value sur l'aspect chaufferie, système, et puis l'architecte, lui, sur la partie bâti. Et c'est à partir de là qu'on construit justement ensuite un programme de travaux en liant donc les travaux qui apportent des économies d'énergie, qui permettent donc de dégager des sources d'économie pour la copropriété, et en les liant donc aux contraintes de l'état du bâti pour pouvoir hiérarchiser et construire le programme de travaux du DTG. Parce que c'est le but fondamental de ce DTG-là, c'est de donner le carnet de santé de la copropriété et le carnet de route en fait, à tracer. Tous les travaux qui sont préconisés dans le DTG seront des travaux à réaliser. La question après qui reste à laquelle il faut répondre, c'est quand. Et ça, après, c'est l'objet vraiment de ce plan de rénovation énergétique. Oui, pourquoi l'intervention du thermicien est aussi fondamentale d'autant plus aujourd'hui et pourquoi on demande à réaliser des DTG, c'est que pour accéder aux aides, il faut pouvoir atteindre un certain seuil d'économie d'énergie. Je pense que ça fera partie des objets de questions-réponses. Les aides qui ont été mises en place aujourd'hui exigent d'atteindre certains niveaux de performance pour pouvoir les débloquer, et c'est l'étude thermique qui permet de répondre à ces questions-là. Voilà. Je vais effectivement insister sur les chiffrages, les estimations. Merci Célian. Effectivement, il y a quelques années, les DTG, enfin pas les DTG, les diagnostics étaient un peu considérés comme un diagnostic plomb ou amiante. J'ai vu des copropriétés qui faisaient des diagnostics, finalement, bon, je ne vais pas dire pour s'en débarrasser, mais parce qu'il faut le faire, voilà, point. Donc, la partie chiffrage était assez légère et en tout cas souvent pas réaliste. Alors, il faut savoir que lorsqu'une copropriété va décider des travaux sur un DTG, elle va le faire sur une enveloppe budgétaire et sur des chiffrages. Il n'y a rien de plus affreux, et moi j'ai 2-3 cas, notamment en banlieue, où on s'aperçoit qu'aux appels d'offres, finalement, les coûts sont 3 fois ou 2 fois le prix qui était annoncé dans le DTG. Je crois que là, il y a réellement à faire une approche extrêmement sérieuse des estimations, parce qu'on a en face de nous des non-professionnels qui nous font confiance. Et c'est une grosse confiance de dire on va lancer un ravalement à 300 000 ou 400 000, et puis il s'avère qu'il est à 900 000. Voilà. Donc, il est
important et même fondamental que lors du choix des professionnels, on ait des professionnels qui savent ne pas se tromper et qui aient une bonne expérience du bâti et de bâti parisien et multiples, hein, si on va des immeubles en plâtre, à pans de bois jusqu'aux immeubles récents, qui aient une bonne expérience pour faire des chiffrages qui tiennent la route. Voilà. J'insiste là-dessus parce qu'après, c'est des désillusions. Voilà ce que je voulais rajouter. On peut peut-être passer à la page suivante. Voilà, ça c'était pour toi aussi, Célian. Oui, alors tout à fait. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la modélisation thermique. Donc, on retrouve après en synthèse les points de déperdition du bâtiment qui seront à traiter du coup avec une évaluation justement de la qualité des murs en fait. Et puis, on essaie de repositionner ça par rapport à l'évolution des réglementations pour positionner le bâtiment en fait. Bon, c'est à titre indicatif, mais ça permet quand même de resituer les choses et de savoir où sont les points faibles du bâtiment qu'il faudra traiter. Alors, sur le cas du 155, là, entre guillemets, Courcelles dans le 17e, on s'aperçoit vite que la toiture représentait quand même 20% des déperditions. Et il y a un sujet en plus d'entretien sur ce point-là. Donc, ça fait l'objet de discussions poussées sur cet aspect-là et fera l'objet de travaux sur cette copropriété, en plus de travaux de chaufferie. On peut changer de page. Voilà. Voilà le bilan que je vous disais tout à l'heure, la situation initiale. C'est exactement ce qu'on retrouve dans l'analyse énergétique. Ça donne le point véritablement de situation où se situe le bâtiment avant travaux. Et on refait les mêmes projections ensuite avec les différents scénarios de travaux. Voilà. D'accord, on peut tourner la page. Alors voilà, donc là j'ai fait travaux. Ouais, je vous ai fait des extraits de la fin du DTG, donc il commence effectivement par des préconisations. C'est vraiment conforme au référentiel. Hein. On a donc à gauche les travaux classiques, hein, bon, je dirais qu'ils correspondent un petit peu au scénario 0, c'est-à-dire il faut entretenir, maintenir la valeur de son bien. Et puis, on a les travaux énergétiques hein, qui sont d'améliorer effectivement ce bien au niveau du confort et de ses dépenses et de ses charges. Voilà. Et on scinde maintenant bien la différence entre les deux. Hein, vous voyez. Donc, on va, par exemple, si je prends la 4e ligne, ravalement, réflexion totale de la couverture, on a la valeur finalement classique de ce qu'on faisait avant. Et puis, bien, on va ressortir la valeur de l'isolation des terrassons et du brésilien. Voilà, on va ressortir la valeur de ce qui peut être isolé de façon réaliste, puisqu'on est souvent embêté entre guillemets, mais les bâtiments de France font très attention au maintien de l'esthétique des toitures parisiennes. Vous savez que les toitures parisiennes ont failli être présentées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est la baguette qui l'a entretenu, c'est qui l'a gagné, ce n'est pas les toitures parisiennes. Mais bon, les toitures parisiennes sont un patrimoine et effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des isolations extérieures. Voilà. Voilà, donc on indique le surcoût, on indique le gain énergétique, on indique le gain financier et on indique le temps de retour sur investissement là, de 8 ans. Voilà, donc ça donne un tableau assez intéressant. Voilà. Et puis un petit peu plus bas, eh bien, alors vous avez donc effectivement total scénario 0, hein, c'est-à-dire on maintient l'immeuble, hein, on ne fait aucun travaux énergétiques, et puis après vous avez la somme des améliorations énergétiques qui peuvent être mises en place, et on voit donc en partie haute, ce dont a parlé Célian, la rénovation de la chaufferie. Voilà, 163 168. Alors, bon, vous savez, c'est des chiffres qui sont quand même assez précis et qui sont conformes à la réalité, puisque nous, on fait réellement des appels d'offres. Donc, je dirais, on a à chaque fois le retour d'appels d'offres récents qui nous permettent d'alimenter ces chiffres et ces calculs pour avoir des choses relativement fiables. Voilà. On peut continuer en descendant vers le bas, ravalement simple. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, donc voilà, ravalement simple, ravalement piscine sud, ravalement simple des cours intérieurs. Oui, on passe vraiment tout en revue. On a même chiffré, vous voyez, installation, abri et rack à vélo dans la cour. Voilà. Tout ce qui est possible de faire, on le chiffre. Après, ma foi, eh bien, c'est l'avis du syndicat, à travers les votes, de choisir telle ou telle chose. C'est l'avis de la copropriété. On va changer, passer à la suivante. Voilà. Alors, on fait une simulation d'aide et subventions, ma prime rénov', alors, quand on a effectivement 35% d'économie d'énergie.
Alors, scénario retenu, non, c'est l'inverse, je suis désolé. Là, on n'a pas fait 35% d'économie d'énergie, donc on n'est pas éligible à ma prime rénov, copropriété. On a simplement recensé tout ce qui était possible en matière d'aide, et là-dessus, c'est principalement les certificats d'économie d'énergie, hein, voilà, puisqu'on a estimé ça à 11 700 €, c'est tout. Voilà. N'oublions pas la TVA 5,5 quand même, hein, on l'oublie souvent, c'est bien. Bon, ça représente une petite somme, on ne calcule pas, mais ça fait 5% des travaux. Voilà. Donc voilà à peu près ce qui a été choisi pour cette copropriété, c'est de rénover la copropriété, de rénover la chaufferie, et on a droit à un certificat d'économie d'énergie. Voilà. Je précise juste pour ma prime rénov copropriété, vu que c'est une question qui est déjà assez… donc effectivement, il faut ce gain énergétique de 35% minimum sur le programme de travaux proposé au vote, et il faut également une assistance à maîtrise d'ouvrage donc, qui est plutôt une ingénierie financière sur le principe, qui permet de valider au fur et à mesure de la préparation des travaux tous les critères techniques et qui monte les dossiers de subvention. Donc, ça aide aussi à avoir cette étape suivante. Voilà, donc ça, c'est toujours des choses sur lesquelles nous, on revient à l'agence systématiquement dès que on discute de vos projets en copropriété. Je vous laisse poursuivre. Merci. Oui, on a fait un nota, effectivement, et ça résume un petit peu ce DTG. C'est qu'on avait bien un scénario énergétique éligible à la prime rénov, mais effectivement, il comprenait le remplacement de 2/3 des fenêtres privatives et l'isolation des pignons supplémentaires. Donc, ça n'a pas été retenu, parce que bien sûr, pour avoir ces 35%, il faut tout faire en même temps, hein. Si on décale, on ne les a pas. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une chose qui est importante, hein. Il faut grouper les travaux. Et je reviens à ces fenêtres, c'est des très grandes fenêtres, donc effectivement, on a un coût important de remplacement des fenêtres, mais il ne serait pas idiot de se dire qu'elles pourraient être collectives et de faire un appel d'offres général de remplacement des fenêtres en une seule fois et d'obtenir des prix très compétitifs. Voilà, c'était une remarque au sujet des fenêtres. Voilà. Mais effectivement, on a parlé d'assistants financiers dans le nota 2, là, c'est ce que dit Madame Pouzol, très clairement. On va passer à la suivante. Voilà, plan pluriannuel de travaux. Alors, vous voyez, scénario 0, travaux urgents et d'entretien. On avait quand même un gain énergétique de 29%, a priori. Ça doit venir de la chaudière. Je n'ai plus trop ça en tête. Voilà, donc on a effectivement listé tout ce qui pouvait faire partie de ce scénario 0. Pour ce qui nous paraît, nous, être nécessaire. Ce n'est pas forcément à faire de suite, mais en tout cas, être nécessaire. Et puis, on fait une proposition de date, hein, de décalage dans le temps, voilà, 2021, 2022, 2023. Bon, il faut savoir que le temps passe vite en copropriété. On a une année entre chaque AG, et là, il faudrait déjà le décaler d'une année. Voilà. Donc, attention au temps en copropriété. On a des dossiers, on est à 5-6 ans, c'est souvent très long, par le fait même que les prises de décision sont quand même relativement compliquées. Voilà. On a fait un coût moyen des travaux, vous voyez en bas, par copropriétaire, avec une moyenne sur 10 ans, donc en tenant compte du certificat d'économie d'énergie. Et on a indiqué les charges courantes par copropriétaire avec l'augmentation d'énergie. Voilà. Ça permet, alors c'est intéressant parce que ça permet aux copropriétaires quand même, ça leur donne une idée finalement de ce qu'ils vont payer en plus s'ils devaient prendre un emprunt sur 10 ans pour avoir une nouvelle chaufferie. Voilà. Est-ce que finalement on double les charges? Est-ce qu'on les triple? Ou est-ce qu'au contraire, les travaux représentent, je ne sais pas, moi, 25% des charges? Ce n'est pas neutre pour les copropriétaires de se rendre compte finalement tous les mois de ce qu'ils vont devoir régler. Alors, c'est une moyenne, hein, ça n'est pas ramené au millième, hein, on est bien d'accord, hein, on n'a pas ce travail à faire, hein, qui est un travail plus de financier que d'architecte. Mais en tout cas, ça donne une idée et ça aide les copropriétaires à se rendre compte finalement de ce que représentent ces travaux. Voilà, on va passer à la suivante. Bon, ça c'est des statistiques, oui. On peut en parler peut-être, Madame Pouzol, je ne sais pas. Vous voulez qu'on parle des statistiques? Alors, c'est des statistiques qu'on a fait nous-mêmes, hein, sur la base des offres auxquelles on a répondu, puisqu'on a dû répondre à environ, je ne sais plus, entre 100 et 150 offres. Hein. On n'a pas tout gagné, malheureusement, ça aurait été bien. Donc, on voit que 60% à Paris des copropriétés sont entre 25 et 50 lots.
hein. Donc, on a vraiment, c'est vraiment la taille moyenne des copropriétés à Paris. L'âge moyen des copropriétés étudiées, on voit qu'avant 1900, c'est 47%. En tout cas, c'est ce qui nous a été demandé à nous, hein. Donc, il faut le relativiser à notre approche, hein. Voilà, mais voilà, 22% de 1900 à 1950, 1950 à 1974, 23%. Type de chauffage, on voit que le collectif 14%, 3% pour l'urbain et l'individuel, vous voyez, l'individuel 83%. Alors, c'est sur toutes les demandes qu'on nous a faites, hein. Ne le prenez pas pour étant une répartition des copropriétés parisiennes. Alors, plus intéressant, coût moyen d'un DTG par copropriétaire avec et sans subvention du chèque audit. Donc, c'est vraiment notre coût moyen, hein. Donc, bon, sur le fait qu'effectivement, il y a quelques offres qu'on n'a pas gagnées, mais globalement, on tourne autour de ça. Donc, on est à 300 € par copropriétaire, et avec la subvention, on descend à 44 €. Donc, bon, dans les deux cas, c'est quand même très intéressant par rapport à la valeur d'un appartement parisien moyen. Et alors, si on a la subvention, c'est vraiment, il faut vraiment en profiter parce que c'est un outil qui est largement au-dessus de ce qu'il représente en matière financière pour chaque copropriétaire. Et coût moyen d'un DTG. Je vais préciser, nous, Ouais. alors là, c'est des statistiques chez vous, mais qui globalement, c'est assez représentatif de ce qu'il y a sur le parc sur Paris. Pour les coûts moyens de DTG, toutes copropriétés confondues, c'est autour de 8 000 €. Donc, on peut avoir des DTG qui sont à 5 000 € pile pour des petites copropriétés en chauffage individuel, ou pour des grosses copropriétés, des devis autour de 13 000, 14 000 €. Mais en tout cas, c'est sur ce volume-là, comme vous avez dit, 300 € par copropriétaire, c'est pas du tout illogique. Merci Madame Pouzin, ça nous rassure, ça nous rassure. Coût moyen d'un DTG par copropriétaire en fonction du nombre de lots, c'est assez intéressant quand même. Il faut savoir qu'effectivement, les DTG les plus compliqués à faire, c'est les petites copropriétés, parce que souvent, c'est des copropriétés qui, malheureusement, par manque de moyens, sont souvent peu entretenues. Donc, on a beaucoup de pathologies, beaucoup de choses à dire dessus, et c'est vrai que c'est un coût assez élevé, puisqu'ils sont très peu nombreux, alors que le travail, alors notamment au niveau thermique, finalement, il est le même, hein. Qu'on ait un petit bâtiment ou un gros bâtiment, thermiquement, on a le même travail à faire. Voilà. Donc, on voit bien là la dégressivité du coût des DTG en fonction du nombre de lots. C'est assez intéressant, je découvre, hein, puisqu'on l'agence me l'a sorti hier. Je découvre cette dégressivité, mais elle est représentative finalement du travail qui est à faire. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Peut-être que je peux poursuivre du coup. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Damien Catoire, donc je suis copropriétaire du 155 rue de Courcelles, qui a été évoqué, et je peux peut-être faire un petit retour d'expérience sur nous, ce qui nous a poussé à faire ce DTG, et un petit peu le contexte, les enjeux, et ça sera peut-être, j'espère, donnera des informations utiles pour les membres du conseil syndical ou les copropriétaires qui nous écoutent. Concrètement, nous, on est parti d'une problématique très concrète qui était le remplacement de la chaufferie collective, qui était arrivée en fin de vie et auquel il fallait procéder. Et comme on était en train de réfléchir à ces travaux au moment où MaPrimeRénov' copropriété a été mise en place, on s'est demandé si, en combinant ce remplaçant de chaufferie avec d'autres travaux d'isolation énergétique, on pourrait arriver à l'objectif de 35%, qui n'est pas évident à atteindre, et bénéficier de subventions. Donc, c'est pas vraiment l'obligation. Alors certes, il y a une obligation pour les copropriétés de réaliser de plus de 50 lots qui sont en chauffage collectif, je crois, de réaliser un DTG, de le mettre au moins à l'ordre du jour. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de sanctions si ce n'est pas réalisé. C'est pas fondamentalement la peur du gendarme ou la peur de la sanction qui nous a fait. Nous, on avait vraiment une volonté de voir si on pouvait trouver des scénarios qui nous rendaient éligibles pour les aides. Et puis, on a aussi profité, c'est vrai qu'il y a un petit effet d'aubaine, l'aide de la ville de Paris nous a aidé à réduire le coût pour les copropriétaires du diagnostic, et donc à pouvoir le réaliser.
On pensait néanmoins que c'était très utile, même sans aide, mais ça permet de mieux faire passer la décision en AG. Concrètement, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est aussi les membres du conseil syndical, en tout cas, qui connaissent bien la copropriété et les problématiques de copropriété, vont pas nécessairement découvrir beaucoup de nouveaux sujets au travers du diagnostic. En général, ce sont des sujets déjà connus. Le fait qu'il y ait une urgence à refaire la toiture parce qu'elle est en mauvais état, alors ça peut-être le DTG permet peut-être de préciser un petit peu les choses, mais c'est des problématiques qui sont déjà connues. Et ça va surtout être un outil de communication, je pense, le DTG, du conseil syndical vis-à-vis de l'ensemble des copropriétaires. Les enjeux sont, il y a souvent des travaux assez lourds à refaire en copropriété. Ils sont pas faciles, c'est pas facile d'emporter l'adhésion pour ces travaux. Et il y a un travail pédagogique à faire qui est celui du syndic, du conseil syndical, auprès de tous les autres copropriétaires. On a souvent quelques copropriétaires qui font un peu l'autruche, qui préfèrent faire une petite réparation de quelques tuiles ici ou là, alors que on sait bien que c'est toute la toiture, mais bon, on retarde au maximum, et puis finalement, on attend trop longtemps, et c'est dommage parce que finalement, ça coûte cher, parce qu'on fait beaucoup plus de petites réparations, et au lieu d'avoir des travaux qui ne sont pas évidents à mener, parce qu'ils sont chers, mais de les faire une bonne fois pour toutes, et de minimiser le coût, de lisser en fait le coût. Donc, le DTG permet, c'est une vraie bible, hein, c'est très riche, il y a beaucoup d'informations qui sont en effet très utiles. C'est l'occasion de collecter beaucoup de documents là aussi qui existent souvent, mais ou d'informations qui sont épars et qui ne sont pas forcément d'ailleurs connues de tous les copropriétaires. Les membres du conseil syndical y ont parfois accès, mais les documents ne sont pas nécessairement bien diffusés. Donc, c'est vraiment un outil de communication qui permet à tous les copropriétaires de prendre conscience des pathologies de la copropriété, de faire un travail un peu d'éducation par rapport aux travaux qui seront nécessaires dans les prochaines années, et de préparer le terrain. Le but, alors nous, on n'a pas atteint le but, et c'est vrai qu'on se rend vite compte que 35%, c'est très ambitieux, surtout pour des bâtiments haussmanniens comme le nôtre, où il n'y a pas de solution facile pour gagner beaucoup de pourcentage. Et on se retrouve avec le problème, c'est pas tant de faire tous les travaux qui permettraient d'atteindre ce seuil, parce qu'ils seront nécessaires, par exemple dans nos copropriétés on les fera, mais de les faire en une fois, ou de les voter à une seule AG et de les faire même en les étalant sur 1 ou 2 ans, ça fait des sommes qui sont pas assez facilement finançables. Donc on est obligé d'étaler les travaux, et donc on n'arrive pas, on peut gagner 15% par-ci, 10% par-là, et encore 10%, mais en plusieurs travaux qu'on est obligé d'étaler dans le temps. Mais malgré tout, ça a une grande vertu, c'est de préparer psychologiquement les copropriétaires, l'ensemble de la copropriété, au fait que ces travaux sont nécessaires. Mettre noir sur blanc le fait qu'il y a des isolations qui doivent être faites, un ravalement qui, certes, il y avait le courrier de la mairie de Paris, mais que ça sera en plus utile pour éviter une dégradation du bâti. Voilà, ça devient tout de suite plus concret, et je pense que c'est vraiment un outil qui permet sur le long terme de donner, en effet, Monsieur Vernal rappelait, ça va un petit peu avec le fonds de travaux, alors qu'il a aussi, même si il est obligatoire et pas toujours rempli parce qu'il n'y a pas de sanction, mais pourquoi on met cet argent de côté, quels sont les travaux que le fonds de travaux va servir à financer, et comment on pourrait les mener, comment on pourrait avoir un programme de travail rationnel dans les prochaines années qui permettra de le faire de façon supportable par tous les copropriétaires, et d'avoir un peu une vision long terme qui permet de valoriser l'immeuble. Parce que là aussi, c'est même pour les copropriétaires qui ne se projettent pas sur le très long terme dans une copropriété, qui envisagent de vendre leur appartement, plutôt que d'avoir le réflexe, attendons que ce soit les prochains qui nous rachèteront notre appartement qui financent ces gros travaux. Il y a aussi un enjeu de valorisation de la copropriété pour pouvoir mieux vendre son appartement si on a l'intention de le vendre.
qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, petit point d'attention, malgré tout, sur les modélisations, et Monsieur Prodhomme en parlait, énergétiques. Évidemment, elles sont faites avec un outil, donc ce n'est pas nécessairement les gains réels sur les différents travaux qui vont être réalisés. On a des travaux qui, en modélisation, peut-être n'ont pas le meilleur gain, mais qui, en fait, sont assez efficaces et sont assez utiles. Donc, cette modélisation, c'est celle qui va servir de base pour obtenir les aides, mais c'est aussi important d'avoir un thermicien comme M. Prodhomme ou M. Vernat qui peuvent donner des conseils sur, certes, il y a le chiffre théorique des gains énergétiques apportés, mais il y a aussi le gain réel et ce qui est vraiment conseillé dans votre copro et qui va avoir le plus d'impact. Voilà. Sur les travaux, oui, il y avait une autre chose que je voulais signaler sur les travaux. Alors, c'est en effet très important d'avoir une estimation, et M. Vernat en parlait, une estimation la plus précise possible du coût de certains travaux. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est qu'en général, après le DTG, il y aura une autre étape pour des travaux d'ampleur qui peuvent être la réfection de toute une toiture ou la réfection d'une chaufferie. Il y a une étude technique qui est nécessaire avant travaux. Alors, je ne sais pas si elle est indispensable, mais elle me semble pour la rénovation de la chaufferie, en même temps que M. Prodhomme a travaillé pour notre copropriété sur le DTG. Il a aussi réalisé une étude préparatoire de travaux et une mise en concurrence de chauffagistes pour rénover la copropriété. Ça, il faut l'intégrer sur l'aspect temps, parce qu'il faut déjà voter le DTG. Alors, dans les copropriétés où ça se passe bien, où le conseil syndical a la confiance des copropriétaires, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait, on a ratifié, on a engagé le DTG, on l'a ratifié à la prochaine AG, ce qui a permis de ne pas perdre trop de temps. Mais ensuite, il peut être nécessaire de lancer ces études et de les faire voter en AG. Donc, il faut, Monsieur Vernat l'indiquer, ça prend quand même un certain temps de faire le DTG, et puis même en amont du DTG, donc pour le voter, pour faire la mise en concurrence des entreprises, si vous souhaitez obtenir la subvention, être en contact avec l'APC il y a un petit travail préparatoire. Et donc, il y a cet aspect temps. Si ensuite, vous adoptez un programme de travaux et si vous souhaitez voter des études pour réaliser ces travaux, là aussi, il y a un temps de réalisation et ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir tout mettre en œuvre très, très rapidement. Donc, et puis, il y a une certaine inertie aussi. Là aussi, il faut emporter la conviction de tous les copropriétaires. Donc, ça participe, le DTG pour moi participe d'un travail sur le temps long pour faire réaliser aux copropriétaires quels sont les enjeux de leur copropriété, quels sont les meilleurs moyens pour valoriser leur copropriété. Et ça fait partie de ce travail éducatif qui est nécessaire, parce qu'on a parfois des conseils syndicaux qui font beaucoup de travail, mais en fait, les copropriétaires s'en rendent pas nécessairement compte. Donc là aussi, c'est une façon de partager pour le conseil syndical, de partager les enjeux de la vie de la copropriété avec l'ensemble des copropriétaires. Voilà ce que je souhaitais dire sur notre expérience en tant que conseil syndical, en tout cas pour ce DTG. Mais merci Monsieur Catoire, merci Monsieur Vernat et Monsieur Prodhomme. On va pouvoir passer aux questions, sachant que nous arrêterons le webinaire à 16h30. Donc, comme j'ai pu le dire à plusieurs personnes sur les questions-réponses, dès qu'il s'agit de questions qui concernent directement votre immeuble, je vais vous inviter à vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro. Comme ça, vous pourrez regarder dans le détail avec la personne référente vos devis, vos questions, et il est parfois pas forcément le plus pertinent de commencer par un audit ou un DTG. Donc, c'est important de passer par nous pour avancer ces questions-là. Et de toute façon, vous allez récupérer les PowerPoint qui ont été présentés. Si vous remplissez le questionnaire de satisfaction que je vous ai mis dans la partie chat discussion, vous les recevrez normalement dans quelques jours. Donc, on va prendre des questions. Alors, une première question générale.
Un DTG pour un immeuble d'une vingtaine ou trentaine d'années est-il judicieux? Alors, je vais laisser Célian, tu réponds thermiquement peut-être. Oui, la réponse est oui. Il faut savoir que de toute façon, la loi a introduit ça pour les immeubles qui n'étaient pas en copropriété. Le délai qui était donné, c'est 10 ans. Donc, une mise en copropriété d'un immeuble qui a plus de 10 ans est faut obligatoirement faire un DTG. Dès qu'on a 30 ans, on a passé la décennale. Ça veut dire que potentiellement aussi les équipements thermiques de l'immeuble, si c'est une chaufferie collective, il y a certainement des sujets à traiter. Et puis, on aura également des sujets sur le bâti, hein, c'est une certitude. Donc, 20-30 ans, oui. Oui, je rajouterais que tout dépend de l'état de l'immeuble. Il y a des immeubles qui vieillissent très bien et d'autres qui vieillissent malheureusement très mal. Donc, je dirais, c'est au conseil syndical d'avoir la pertinence de savoir s'il faut lancer un DTG ou pas. Il ne faut pas non plus faire peur aux troupes. Les architectures des années 80, elles étaient finalement assez compliquées, elles étaient très différentes des années 70. On peut penser qu'effectivement, il peut y avoir des pathologies. Ça peut être effectivement utile d'en faire à partir effectivement d'une trentaine d'années. Oui, tout à fait. Donc, question suivante, donc sur l'intérêt de la visite en période de chauffe, notamment des caméras thermiques, des photos en caméra thermique. Donc, nous, dans le diagnostic technique global que nous demandons, la thermographie est obligatoire et la visite en période de chauffe également. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à compléter, Monsieur Prodhomme. Oui, je dirais qu'elle est impérative, surtout pour un immeuble, pour le coup, qui a du chauffage collectif. La thermographie, bon, c'est un outil effectivement pédagogique, ça va quand même permettre aux thermiciens d'identifier un peu comment réagit le bâtiment par rapport aux conditions justement de température extérieure, d'hygrométrie dans l'appartement, et se servir de cet outil thermographique pour avoir après dans la restitution du rapport un outil pédagogique à destination des copropriétaires pour montrer par exemple des différences de température entre un appartement qui bénéficie d'un double vitrage, d'un simple vitrage, d'un mur non isolé. Voilà, c'est plutôt mettre en évidence des différences que après faire des mesures précises sur la thermographie, puisque faut savoir que la thermographie, c'est quand même un domaine assez complexe, hein, qui a beaucoup de paramètres quand on veut se lancer dans la mesure. Donc, c'est surtout pour mettre en évidence des écarts par rapport à plusieurs typologies de situations dont on va se servir d'une thermographie. Mais au-delà de la thermographie, c'est quand même bien de pouvoir relever dans les différents logements qu'on va visiter à peu près quel est le niveau de température, comment fonctionnent les émetteurs, est-ce que les émetteurs fonctionnent correctement, est-ce qu'ils sont bien irrigués, est-ce qu'on a des problématiques au niveau de différentes colonnes de chauffage, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne peut voir qu'en hiver et on est incapable de le détecter en été. Ça permet de voir le comportement de la régulation dans une chaufferie, hein, il y a beaucoup de paramètres, donc ça permet vraiment de voir comment est conduit le bâtiment. Même si on n'y est qu'une demi-journée, on peut faire des mesures instantanées et si besoin, on peut même instrumenter pour pouvoir faire des enregistrements de température sur la durée pendant la période de chauffe. Donc oui, c'est pour moi essentiel. Peut-être moins pour la partie architecturale, mais pour la partie énergétique, c'est indispensable. Oui, sachant que nous, l'intérêt du DTG, c'est justement d'avoir cette partie énergétique et de ne pas rester sur un entretien classique général d'une copropriété. L'objectif, c'est d'aller au-delà de ce type de travaux. Donc après, on a deux questions qui sont liées à des caractéristiques un peu classiques sur Paris. Donc, vous pouvez donner quelques éléments, mais dans tous les cas, c'est des choses sur lesquelles nous, on revient régulièrement au conseil. Donc, par exemple, une fenêtre double vitrage d'une vingtaine d'années, est-ce que la suppression du pont thermique est significative en termes d'économie d'énergie? Donc, double vitrage d'une vingtaine d'années, on a de temps en temps la question qui se pose aussi. Alors, je vais répondre parce que c'est une question qui est importante, parce qu'on est à chaque fois confronté à cette question, surtout lorsqu'on fait des rénovations énergétiques. Pourquoi je dois changer ma fenêtre?
Je pense que Célian pourra ajouter quelque chose sur le fonctionnement d'un chauffage collectif, mais effectivement, jusqu'à quel moment doit-on changer sa fenêtre? Il y a eu des réponses, hein, même, je crois, des députés. Hein. Effectivement, il a été dit qu'une fenêtre, au bout de 10 ans, n'était plus dans les caractéristiques conformes à ce qu'on pouvait attendre d'un bâtiment bien isolé. Voilà. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des éléments privatifs et il est difficile de forcer les gens à remplacer leurs fenêtres dans la mesure où, effectivement, ils peuvent se dire qu'elle est à double vitrage et que, ma foi, elle est très bien. Voilà. Maintenant, une fenêtre de double vitrage de 30 ans n'a plus une grande valeur. Souvent, les doubles vitrages sont plus étanches. Et puis, je reviendrai sur la caméra thermique. On a aussi beaucoup de constatations de fuite d'air parce que la fenêtre a été mal posée, notamment partie haute. Donc, changer la fenêtre, c'est aussi avoir une fenêtre de très bonne qualité, avoir la garantie de l'architecte. Hein, de dire que pendant 10 ans, on n'aura pas de soucis sur cette fenêtre. Donc, c'est aussi être rassuré sur ce bien. Mais peut-être que Célian, tu peux nous parler du fonctionnement d'un chauffage collectif par rapport aux fenêtres, effectivement. Oui, Sur effectivement. le fait que l'enveloppe doit être conforme, en fait. Hein, là, c'est une question homogène. C'est une question effectivement particulière. Si on prend le cas d'une seule fenêtre, la réponse ne va pas forcément être systématiquement oui, il faut absolument remplacer la fenêtre. Tout dépend en fait du niveau d'équipement de la copropriété et comment se situe le logement concerné par rapport au reste de l'immeuble. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des disparités très importantes, type véritablement encore fenêtre d'origine, simple vitrage, avec quasiment, je vais exagérer, mais le jour qui ressort au niveau du tableau de la fenêtre, qui laisse rentrer l'air extérieur, et de l'autre côté, des logements qui, eux, sont bien étanches, avec des joints corrects au niveau du tour de fenêtre, un remplacement complet du bâti et la mise en place d'un double vitrage. Puisque ça va conduire du coup à des disparités de confort vraiment importantes qui peuvent aller jusqu'à 3-4 degrés, hein, je l'ai dit tout à l'heure, entre un logement qui bénéficie d'un double vitrage bien étanche et isolé, contre un logement qui est en simple vitrage. Donc des fenêtres qui ont été posées par exemple en rénovation avec un bâti rénovation, c'est toujours moins bien lorsqu'on a conservé l'ancien bâti et qu'on est venu apposer la nouvelle fenêtre par-dessus, alors qu'on aurait préféré remplacer l'intégralité du cadre. Après, il y a des contraintes techniques hein, selon les immeubles. Je dirais que c'est à étudier au cas le cas et en fonction du projet de la copropriété. Voilà. Il y a des impositions qui se font lors de rénovation énergétique globale. Il y a une règle qui est mise en œuvre, c'est soit votre fenêtre de toute façon a un certain coefficient de performance, et si vous n'avez pas ce coefficient de performance, la fenêtre est remplacée. Ça reste des dispositifs juridiques qui ont été mis en œuvre, qui, dans la réalité, pour l'instant, sont quand même parfois difficilement appliqués. Voilà. Je vais citer un exemple d'un immeuble qui se trouve rue La Fontaine, haussmannien. Ils se plaignent d'avoir, on a fait un DTG, hein, ils se plaignent d'avoir 26 degrés partout. Pourquoi? Parce qu'au 4e étage, la personne a gardé ses fenêtres d'origine et elle a 19. Voilà. Donc là, il y a un travail, je pense aussi, des institutionnels pour arriver à faire en sorte que ce problème des fenêtres se simplifie, parce que c'est vrai que ça contribue aussi à avoir des dépenses largement supérieures à ce que devrait être. Oui, c'est pour ça que les fenêtres, c'est un des points d'accroche les plus importants pour le grand public de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui est systématiquement regardé dans le cadre d'un diagnostic technique global comme nous le préconisons. C'est aussi le premier élément de travaux que les propriétaires connaissent et maîtrisent. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie aussi pour expliquer toutes ces questions de thermique, de chauffage, d'économie d'énergie, comme vous avez pu le faire là, effectivement. Donc, on a aussi les questions sur tout ce qui est garde-manger. Juste avant, si vous permettrez, pour pas qu'on revienne sur le sujet des fenêtres, il y avait une question complémentaire qui est un peu plus bas. Mais pour répondre, oui, c'est une imposition de la loi Elan, et au sens plus large que des fenêtres, c'est tous les travaux d'amélioration énergétique qui sont en partie privatives, peuvent être votés collectivement. Mais comme je vous le disais, dans la réalité, il y a la loi d'une part, et puis après, on peut se heurter à plusieurs difficultés juridiques qui sont propres à chaque immeuble, et après, plus difficilement, même si c'est voté comme ça, à la réalité du terrain où on n'arrive pas à pénétrer dans le logement. Voilà. Bon, juste pour refermer la parenthèse. Oui, allez-y. Donc effectivement, les garde-manger, c'est une question classique en copropriété qui, comme le reste, est étudiée dans le cadre du diagnostic, puisque ça fait partie des pertes d'énergie d'un immeuble.
Alors moi, j'ai pas encore vu de projet où il y avait eu des préconisations particulières. Je crois que c'est plutôt du cas par cas. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites ou si vous avez des préconisations habituelles. Je vais répondre à la question. Alors, il y a deux types de garde-manger. Il y a les garde-manger bois, donc c'est jusqu'en 1920-1930. Et puis, lorsque les bâtiments des années 30 sont arrivés sur le marché parisien, ils ont fait des garde-manger en béton, enfin en ciment, voilà, un percé avec des petits trous, là, des petits carrés. Donc, c'est un vrai souci parce que, alors, autant les garde-manger en béton, c'est difficile d'avoir un accord pour les casser. Les isoler, il y a toujours un copropriétaire qui va dire qu'il met son fromage dedans. Les garde-manger en bois, on a un petit peu plus de facilité parce que la pérennité du bois n'est pas du tout celle d'une façade. Donc, on peut arriver effectivement à convaincre les gens ou de le supprimer ou en tout cas de le condamner. Voilà. Mais c'est un travail de pédagogie, comme dit M. Catoire, c'est un travail de pédagogie et de faire comprendre aux gens pourquoi telle chose est nécessaire, même si pour eux, elle est importante. Voilà, c'est le travail du conseil syndical, de l'architecte. Mais il n'y a pas de règle particulière, en fait. On a une question sur les charges. Est-ce que les charges ne devraient pas diminuer après les travaux? Votre retour d'expérience, par exemple? En matière thermique, en matière de travaux tout simple, on peut préciser la question? Je pense que c'est suite à des travaux de rénovation énergétique. Alors, moi, j'avais simplement pour laisser la parole à Célian après, c'est qu'effectivement, l'audit énergétique en amont est un audit, et donc il permet un certain nombre de scénarios, de faire des simulations, alors que le calcul réglementaire que l'ANA ou que les différentes institutions vont demander pour apporter les subventions, elles veulent avoir la preuve qu'effectivement on va améliorer le bâtiment énergétiquement parlant, est un calcul réglementaire qui n'a rien à voir avec les calculs en audit. Voilà. Ce calcul réglementaire, il est assez théorique, hein, et effectivement, il ne fait pas état de la vie du bâtiment. Hein. Vous savez que les premiers bâtiments qui ont été isolés thermiquement, ils ne sont pas arrivés au résultat qu'ils escomptaient parce que certaines personnes laissaient des fenêtres ouvertes, etc. La vie du bâtiment n'était pas forcément conforme à ce qu'avaient prévu les calculs. Célian, tu peux peut-être apporter un mot là-dessus sur le calcul réglementaire ou sur le… Oui, effectivement, ce sont des méthodes de calcul qui poursuivent différents objectifs. En fait, hein. Ça va un peu la question d'après sur la question du DPE justement. Il faut recentrer en fait chaque outil sur l'objectif en fait auquel on veut répondre. Le DPE, plus généralement, c'était un outil qui était mis à disposition et qui était censé être compréhensible pour le grand public pour pouvoir comparer des immeubles entre eux. Donc, c'était une méthode de calcul ou des méthodes parfois même sur facture. Ce n'est pas le même outil qui est utilisé pour l'audit énergétique. Les audits énergétiques, classiquement, qu'on faisait à l'époque avec l'ADEME ou même qu'on continue à faire, sont des outils où on utilise une méthode comportementale, qu'on appelle comportementale, qui doit prendre en compte justement des paramètres d'utilisation du bâtiment, de niveau de température, etc. Tandis que le calcul réglementaire, lui, il est plus normé. Il a vocation à pouvoir faire justement un calcul normé, si j'ose dire, pour pouvoir donner en fait une référence d'économie d'énergie par rapport à une espèce de standardisation entre guillemets de projet, si je pouvais le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'était une méthode commune pour valider en tout cas qu'on atteigne 35% d'économie d'énergie. Et cette méthode qui est reconnue, c'est la méthode réglementaire qui est avec le calcul en fait THC8. C'est un peu barbare, mais c'est la règle de calcul qui est utilisée et le moteur de calcul en fait. Donc c'est simplement en fait des technologies et des méthodes de calcul qui impliquent du coup des paramètres de saisie différents au niveau du logiciel thermique et des niveaux de détail différents selon les méthodes utilisées. Et peut-être que la question a été suscitée par l'exemple concret, le tableau qui figurait dans la présentation, où on voyait en effet les charges qui descendaient les premières années après les travaux, mais qui remontent après. Et c'était parce qu'était intégrée une inflation, je crois, de 3% par an des charges, qui correspond sans doute à peu près à la réalité. Mais là, après, si vous voulez inviter l'inflation des charges de 3% par an, c'est le travail du conseil syndical et du syndic de remise en concurrence des fournisseurs d'énergie, des différents fournisseurs de la copro. Et si ce travail est bien fait, enfin,
on n'est pas à l'abri d'une évolution des prix du gaz ou selon la source d'énergie qui est utilisée dans la copropriété, mais il y a une augmentation, quoi qu'on fasse, et surtout si on fait rien, qui est naturelle à cause de l'inflation. Je voudrais revenir sur cet aspect du DPE, il est important. Je démarre un DTG là, sur Saint-Mandé et beaucoup de copropriétaires m'ont dit quand j'ai acheté l'appartement, le DPE était extraordinaire, j'étais en B, j'étais en C, voilà. Donc attention, le DPE, la plupart du temps, jusqu'à présent, était calculé sur les consommations. Donc on imagine que si l'appartement est bien situé, si les personnes qui sont dedans n'ont pas été souvent dedans, hein, par exemple, eh bien on peut avoir un DPE très favorable. Donc ça c'est fini, la méthode de calcul des DPE, là, je crois que c'est en juin ou juillet, va changer, donc les DPE vont être faits beaucoup plus sérieusement, ils vont être faits sur les caractéristiques de l'enveloppe, donc ils prévoient quand même que les niveaux atteints par les logements vont perdre une ou deux classes, voilà, globalement. On va être plus dans les réalités, qui correspond finalement au dit énergétique global. Voilà. C'est une aparté, mais ça ne sera pas neutre en matière de vente et ça peut pousser les copropriétaires à être plus actifs en matière thermique sur leurs biens. Effectivement, là, le nouveau DPE est mis en place à partir du 1er juillet. Pour les dates de fin de validité des DTG, des DPE, vous verrez tout ça au fur et à mesure. Enfin, il y a des tableaux très clairs sur Internet, mais clairement, c'est un des sujets qui va pousser les propriétaires à faire des travaux, notamment pour les propriétaires bailleurs qui se retrouvent avec un DPE en F ou G et qui, normalement, devrait être interdit progressivement de louer ces logements. C'est un argument qui fonctionne sur un certain nombre de propriétaires bailleurs qui souhaitent anticiper cette perte potentielle de ressources ou en tout cas cette perte de valeur, sachant qu'une des travaux en copropriété, ça prend quand même un certain nombre d'années. Voilà, puisqu'il y avait quand même des questions sur les propriétaires qui ne se sentent pas concernés, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent fonctionner. Là, nous, on s'adapte vraiment à ce que vous nous dites sur le ressenti de vos voisins pour trouver des arguments qui peuvent aider. Et ce n'est pas à 100% fiable, mais en tout cas, ça peut permettre d'avancer sur ce sujet-là. Une autre question, puisqu'on est toujours sur tout ce qui est étiquette, label, si je comprends bien, la personne MJ Ecom parle d'un DTG qui a été fait il y a 2 ou 3 ans, est-il à refaire? Normalement, s'il a bien été fait, c'est-à-dire s'il a un volet thermique complet, une copropriété peut s'appuyer sur ce diagnostic pour passer en étude de conception maîtrise d'œuvre vers une rénovation globale. J'ai déjà eu le cas, vous avez des audits hors cadre de cette aide de l'APC qui ont été faits, qui sont de très grande qualité, mais il faut bien qu'il y ait un volet énergétique. Si c'est un DTG qui respecte uniquement la réglementation, vous n'aurez pas toute la partie énergétique, donc il faudra compléter ce DTG. Donc, moi là, j'ai plus de questions. N'hésitez pas, là, je peux encore prendre une ou deux questions rapidement. Donc, pour vous rappeler, donc si vous souhaitez avoir le PowerPoint, les PowerPoint présentés, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui est dans le chat. Pour vos questions plus précises sur vos projets, comme vous avez dû voir, au final, là, on reste sur des questions très générales, mais chaque immeuble, au final, présente des caractéristiques différentes qui font que les solutions seront différentes. D'où le fait que j'insiste pour qu'on puisse échanger avec vous précisément sur vos besoins et vos projets. De la même manière, pour les aides financières, il est plus simple de vous expliquer au cas par cas où vous en êtes. Donc, c'est pareil, on pourra détailler tout ça par téléphone. Donc, vous pouvez revenir vers nous. On a également
On a également d'autres webinaires sur ce sujet, notamment sur les aides financières, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien dans le mail avec les PowerPoint. Alors, il y a une question qui est venue donc sur les questions. Donc, alors, dans les immeubles anciens, planchers sont ventilés, les grilles de façade, que peut-on faire pour limiter les pertes thermiques? Donc ça, clairement, donc tout ce qui est grille de ventilation d'origine, cheminées qui ne sont pas forcément fermées, enfin bien étanches, tout ça, ce sont des sujets qui sont mis en avant dans le cadre de l'étude thermique. Donc, le bureau d'études, l'architecte vous proposeront des solutions pour améliorer ces questions. Surtout que la ventilation est un sujet essentiel et indispensable à prendre en compte dès que vous faites des travaux d'isolation. Donc, c'est quelque chose qui sera systématiquement traité par les professionnels. Alors, pour la plateforme Coach CoPro, pour les personnes qui ne sont pas situées sur Paris, je vais vous mettre un lien dans le chat vers l'annuaire des plateformes Coach CoPro qui existent dans plusieurs structures de France. Vous en avez dans toute la France à peu près et dans une grosse partie de l'Île-de-France. Donc, vous pourrez aller voir vers quelle agence vous retournez pour ces questions-là. Si vous n'avez pas d'agence, vous pouvez aller voir sur le site fer.gouv.fr pour avoir le nom de votre agence locale. Donc, je vous ai mis la partie fer et la partie coach. Je vous la mets également. Voilà. Alors, l'atteinte des 35% d'économie d'énergie, donc ça, c'est pour l'aide MaPrimeRénov'. Ça se base sur le programme de travaux donc estimé dans le cadre du diagnostic technique global. Donc, vous avez une étiquette énergétique du bâtiment actuel. Vous avez un programme de travaux qui estime le gain énergétique sur la base des logiciels, des évaluations logicielles faites. Et c'est sur cette base-là, si vous respectez le programme de travaux sur les factures de travaux, que vous allez valider votre aide MaPrimeRénov' copropriété. Actuellement, il n'est pas prévu de faire des mesures après travaux. Je peux apporter un élément à ce niveau-là. Oui, bien sûr, allez-y. Sur une copro donc à Nanterre, qui avait une grosse subvention de la région, une très grosse subvention de la région, ils nous ont demandé à vérifier les résultats thermiques, je ne sais pas où c'en est, donc ils ont mis des capteurs, etc. Alors, non pas dans un but de rétorsion, hein, mais pour vérifier effectivement si les travaux avaient été efficaces. Alors, plus globalement, c'est une question qui a fait l'objet de grands débats sur le bâtiment français, c'est de savoir s'il y avait une obligation de résultat sur les économies d'énergie. Au final, il a été dit que non. Alors, ça peut paraître dur, mais en fait, on s'aperçoit que la façon de vivre le bâtiment, de l'entretenir, etc., peuvent avoir une grande conséquence sur les économies d'énergie et qu'on ne peut pas les garantir. Alors, là, bien entendu, tout ça ne retire pas la nécessité de bien faire le travail, hein, de bien isoler, etc. Et le législateur a effectivement laissé une porte ouverte en disant que si les mesures après travaux étaient largement inférieures à ce qui était promis, alors je ne sais plus quel pourcentage c'est, effectivement, ils pouvaient se retourner contre les constructeurs. Donc voilà où on en est actuellement sur cette garantie d'économie. Ça reste théorique et ça reste quand même dans le cadre, je dirais, du bon entretien et du bon fonctionnement de l'immeuble. Tout à fait, et c'est pour ça que j'insiste bien, les économies d'énergie et le confort sont améliorés par une rénovation globale, mais aussi par un travail sur l'usage après travaux. Ouais, tout à fait. Donc là-dessus, on peut également vous accompagner. C'est un des sujets qu'on va aussi essayer de développer parce que c'est quelque chose qui peut vraiment casser aussi tous les bénéfices de ces travaux-là. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour le gain énergétique réel, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui commence à être étudié pour effectivement affiner ce travail.
Oui, j'ajouterais, pour terminer, si j'ai 15 secondes, c'est l'effet rebond. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on va régler toute l'installation à 19 degrés et qu'il va y avoir beaucoup d'économies qui vont être faites, il y a un réflexe humain qui est de dire, puisqu'on fait plein d'économies, augmentons un petit peu finalement le réglage pour avoir 20 ou 21. Donc, on s'aperçoit finalement que dans les immeubles isolés, on n'a jamais finalement la température théorique qui génère les économies d'énergie. On a toujours plus. Voilà. Donc, c'est un bon résumé aussi de toute la pédagogie, notamment dans le diagnostic technique global. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus de détails sur ce diagnostic, sur l'obtention possible de la subvention de la ville de Paris. Donc, je vous ai remis dans la discussion le lien pour obtenir les PowerPoint. Je vais également vous joindre au PowerPoint un guide qui vous explique toutes les étapes d'une rénovation, sachant que le diagnostic technique global, vous avez dû le comprendre, c'est une des premières étapes assez classiques, mais vous en avez d'autres derrière pour arriver jusqu'à la finalisation des travaux. Donc, cette vision-là vous permettra aussi de mieux comprendre où vous en êtes dans les projets. Je vous remercie, Monsieur Vernat, Monsieur Prodhomme et Monsieur Catoire pour votre intervention. Et puis donc, j'espère que ce projet-là va aussi avancer dans le bon sens. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt à la rentrée pour un prochain rendez-vous CoPro. Bonsoir à tous. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.